RCF. La philo sur RCF dédiée à la jeunesse, un dialogue autour de différents sujets d'actualité ou de sujets plus profonds. Et aujourd'hui, le sujet, a-t-on parfois le droit de mentir ? Un rendez-vous animé par Philippe Boulier, auteur de la chaîne YouTube Keilos, K-H-E-I-L-O-S, qui est spécialisé en philosophie et histoire culturelle. Nous sommes aussi accompagnés de Eva de Bonlacroix, consultante en marketing digital, et Lucas Nambeau, étudiant à Excelia. Bonjour à vous trois. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Alors, a-t-on parfois le droit de mentir ? Et oui, merci Margot, merci Eva, merci Lucas de m'accompagner aujourd'hui dans cette réflexion. Cette question, a-t-on parfois le droit de mentir, elle implique des présupposés. Un présupposé, c'est ce que la question suppose mais ne dit pas explicitement, c'est l'implicite de la question. Le premier présupposé, c'est que d'habitude, d'ordinaire ou en général, on n'a pas le droit de mentir. La question, c'est de savoir si parfois, dans certains cas, on a le droit de mentir. Alors évidemment, le droit ici, ce n'est pas un droit juridique, c'est un droit au sens moral. Il existe bien des mensonges qui sont punis juridiquement par la loi, par exemple la publicité mensongère qui rentre dans les pratiques commerciales frauduleuses, mais la plupart du temps, le mensonge, notamment le mensonge entre deux personnes, c'est d'abord un problème moral. Il y a un deuxième présupposé de cette question, c'est que le mensonge ne va pas de soi. Il n'est pas évident. S'il était évident, s'il allait de soi, on n'aurait pas à se poser la question. Permettez-moi d'ajouter quelques éléments qui vont permettre de clarifier la discussion. Une petite typologie du mensonge qui n'est pas exhaustive, mais je vous cite quelques mensonges parmi d'autres. Il y a le mensonge direct, j'allais dire le mensonge franc, c'est-à-dire le mensonge plein et entier. Il y a le mensonge par omission, on dit une demi-vérité, on omet une part importante de la vérité ou de ce qu'on pense être vrai. Il y a un mensonge particulier qui est d'une intensité particulière qui est la trahison, la traîtrise. Il y a aussi l'hypocrisie. Il y a d'autres formes de mensonges comme par exemple l'affabulation, le fait d'enjoliver la vérité, d'embellir la réalité qui peut aller jusqu'à la mythomanie par exemple. Voilà, c'est une typologie qui n'est pas exhaustive, mais elle a le mérite d'avancer quelques catégories. Je vais choisir l'un de ces mensonges pour commencer. Ma première question est donc la suivante. Est-ce qu'on peut se mentir à soi-même ? Alors pour ma part, ce que m'inspire cette question, c'est donc ces deux choses. Est-ce qu'on peut se mentir à soi-même ? On sait qu'il y a des personnes qui font ce qu'on appelle des dénis de grossesse. Donc dans ces cas-là, est-ce que c'est pas donc un exemple flagrant justement de mensonge à soi-même ? Puisque parfois du coup pour ces personnes c'est au dernier moment en fait qu'elles se rendent compte qu'elles sont sur le point d'accoucher et pendant des mois et des mois elles n'en ont rien vu. Donc là finalement est-ce que c'est le corps ou l'esprit qui ment à l'autre ? Et un autre exemple aussi que j'ai en tête, c'est celui de l'hypnose. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont recours à l'hypnose par exemple pour arrêter de fumer. Donc est-ce que c'est pas un moyen justement de tromper son esprit ou justement et d'essayer de cacher un besoin, un manque justement alors je sais pas si on peut dire par un mensonge, mais en tout cas en remplaçant ce besoin par autre chose, par l'hypnose. Donc là c'est un leurre positif, oui. On leurre son esprit ou son cerveau, on fait une transposition mais pour un sevrage en fait, pour une libération. D'accord, oui Lucas ? Ça me fait penser à quelque chose, notamment l'idée, le métier de mentaliste. C'est-à-dire qu'il y a une dualité parfois entre les paroles et entre la position du corps, et notamment une thèse, un mécanisme corporel utilisé par les mentalistes, c'est de regarder le mouvement des yeux. C'est-à-dire que si l'œil de la personne va plus à droite, dans ce cas-là, c'est lié à des souvenirs concrets, à la zone mémorielle du cerveau. En revanche, si l'œil est plus à gauche, là, c'est plus lié à la créativité et dans ce cas-là, au mensonge. Donc c'est vrai qu'il y a une dualité parfois entre le corps et l'esprit, et j'aime beaucoup l'exemple d'Eva justement sur le déni de grossesse là-dessus, parce qu'il est très flagrant justement entre cette dualité entre la parole et le corps. Ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez tous les deux de la dualité du corps et de l'esprit, mais dans un sens différent. Eva, vous avez cité le déni de grossesse, finalement c'est le corps qui nous cache une vérité. Peut-être que c'est notre inconscient qui désire évidemment que le corps nous cache cette vérité. Alors que vous, Lucas, vous nous dites, mais finalement le corps il peut trahir une vérité qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même.
On peut penser au cas des pathologies ou des maladies, parfois qui sont comme quelqu'un qui toque à la porte pour faire entendre raison à une personne qui se rend malade ou qui, d'une certaine façon, ne veut pas s'avouer certaines vérités. Donc cette dualité, elle peut aller dans les deux sens. Vous êtes d'accord pour dire ça ? Ça résume un peu le... Oui. Alors, ce qui est aussi paradoxal, c'est que vous me dites qu'il peut y avoir soit une vérité avouée par le corps, soit un mensonge, dans le cas du déni, en tout cas quelque chose qui cache la vérité, alors que d'habitude on associe le mensonge à une intention. Je donne une définition du mensonge parmi d'autres, elle est canonique, c'est peut-être la définition du mensonge la plus célèbre. Elle a été donnée par Augustin d'Hippone, qui est un auteur de l'Antiquité. Il a vécu à la fin de l'Empire romain, il est né en 353, il est mort en 430, et dans un petit opuscule qui s'appelle Du mensonge, Augustin définit le mensonge de la façon suivante. Il dit le mensonge, c'est dire le contraire de ce qu'on pense être vrai, dans l'intention de tromper. Alors moi je reviens quand même à cette question du mensonge à soi-même. Comment ce paradoxe est-il possible qu'on soit à la fois le menteur ou la menteuse et la personne à qui on ment? Est-ce que par exemple quand on se regarde dans la glace, est-ce qu'on peut se mentir? Les yeux dans les yeux, j'allais dire. Je pense que le mensonge, ça... de manière générale, un seul objectif, la protection. La protection de soi ou la protection de l'autre. Et dans le cas du déni de grossesse, par exemple, c'est la protection, je dirais, de la personne, de son esprit, parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à accueillir un enfant, etc. Et dans le cas, du coup, de l'inverse, c'est-à-dire le corps qui nous trahit, c'est le corps qui n'est pas prêt à rendre le mensonge vrai. Pour ma part, je remplacerais peut-être ton mot protection, ou peut-être le compléter, je sais pas, par la peur. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt de la peur qui se cache derrière ça, et donc on utilise le mensonge, ou du coup cette forme de déni par peur finalement? Oui, effectivement, il y a cette dimension inconsciente qui est paradoxale, puisque le mensonge est censé être une intention, donc une visée de la conscience, puisqu'il y a l'intention de tromper. Mais il y a à la fois la peur et le désir. Alors il y a une distinction célèbre qui a été faite par Freud. Freud, il distingue l'erreur, la faute et l'illusion. L'erreur, elle peut avoir une dimension technique, on fait une erreur de raisonnement, une erreur en mathématiques. La faute, elle a une dimension morale, elle renvoie à la culpabilité au bien et au mal. Et l'illusion, elle a une dimension de projection, soit de désir, soit de peur inconsciente. On peut s'illusionner sur soi-même. Il y a aussi peut-être d'autres mensonges sur soi-même, comme par exemple le fait qu'on ne s'avoue pas certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, quand vous avez à choisir entre plusieurs personnes, si vous êtes recruteuse, recruteur, vous pouvez très bien dire « je vais examiner les dossiers », vous avez auditionné les personnes, vous croisez quelqu'un dans le couloir qui vous dit « mais tu as déjà fait ton choix ». C'est une forme de mauvaise foi, que vous ne vous avouez pas à vous-même, que vous avez déjà fait certains choix. Peut-être qu'il y a ce caractère-là dans le mensonge à soi-même. Oui, Lucas ? Pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment sur les entretiens, il y a quelque chose en ressources humaines, un terme qu'on emploie, c'est le biais cognitif. C'est-à-dire qu'on peut dire je vais regarder toutes les candidatures, etc., les feuilleter. C'est une vérité, techniquement on va les feuilleter. Mais quoi qu'il arrive, s'il y a, je sais pas, une formation commune entre le recruteur et le recruté, ou une passion commune, et il y a des biais cognitifs qui vont rentrer en compte. Et justement, le mensonge initial n'était pas forcément souhaité parce que c'est notre esprit qui prend le dessus sur notre choix. Oui, tout à fait, il y a une part de conditionnement aussi. Est-ce que c'est condamnable ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se mentir à soi-même finalement, en soyant plus beau, plus belle qu'on est ? Est-ce qu'on doit vraiment se voir tel qu'on est ? Est-ce que c'est pas confortable finalement le fait de se mentir à soi-même ? On ne lèse personne, en tout cas personne d'autre que soi. Ou bien est-ce qu'il faut qu'on soit face à la vérité et qu'on prie sur soi-même ? Est-ce qu'on a déjà conscience de se mentir à soi-même ? C'est ça aussi que je me pose comme question. J'arrive pas à avoir d'exemple de mon côté qui pourrait du coup illustrer justement le fait qu'on se mente volontairement à soi-même. Par exemple, le fait de ne pas voir certains défauts qu'on a, le fait de, de gommer certains traits de notre caractère, le fait d'avoir une image peut-être plus valorisante de soi. Je disais ça en disant, mais finalement, est-ce que le mensonge peut pas être une dynamique positive ? Oui, peut-être que dans ces cas-là, ça rejoindrait ce qu'a dit Lucas sur le côté de se protéger. Parce que quelque part, du coup, si tous les jours, on pensait à nos défauts ou ce qu'il y avait de mal chez nous, ce qu'on trouve de mal chez nous, est-ce que finalement, du coup, ça ne nous empêcherait pas donc, de vivre au quotidien ou d'être heureux parce qu'on se focaliserait trop sur ces choses-là ? Donc, est-ce que, du coup, en évitant d'y penser, donc est-ce que c'est la forme de mensonge, du coup, en évitant d'y penser, où on se voile la face, mais pour aussi, quelque part, être bien au quotidien ? Lucas, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une dynamique positive
le fait peut-être de se leurrer sur soi-même? Mais tout à fait, comme je le disais tout à l'heure et Eva l'a repris, c'est l'idée que pour moi le mensonge c'est d'abord la protection de soi et la protection de l'autre parfois, mais c'est aussi la peur de ce que pourrait impliquer le fait de dire la vérité ou le fait de connaître la vérité. Et je pense que c'est l'imbrication de ces deux thèses-là qui fondent le mensonge. Et je pense que la peur, c'est plus lorsque l'on a peur justement de faire du mal. Et la protection, c'est plus dans l'idée de protéger l'autre d'une source mauvaise extérieure. Alors cette dimension de protection est très importante, elle va inspirer mes prochaines questions. Juste une précision, il y a un auteur qui est célèbre pour sa rigueur, certains diraient peut-être sa rigidité de principe, qui est Emmanuel Kant, qui disait finalement le devoir moral, c'est toujours un devoir envers soi-même. On se doit de faire son devoir. Pourquoi ? Parce que Kant, tel qu'il interprétait les choses, il disait bon, il y a une partie sensible de nous, c'est la partie de nos intérêts personnels, particuliers, partisans, et il y a une partie raisonnable qui vise l'universel. Et notre partie sensible, elle est obligée, elle doit se plier à cette dimension raisonnable, morale, qui a une vocation universelle. Donc le devoir, il est toujours devoir envers nous-mêmes, et donc on se doit de se dire la vérité le plus possible, ou d'être le plus sincère envers soi-même, pour respecter la dignité de notre propre personne. Ça, c'est la vision de Kant. Mais vous parliez de protection, et justement, j'en viens peut-être à l'argument qui est le plus souvent cité en faveur du mensonge. Est-ce qu'il faut dire aux autres toutes les vérités, être sincère jusqu'au bout, y compris en leur disant des choses qui sont blessantes? Est-ce que ce n'est pas une forme de cruauté inutile? Ou bien, vous savez, il y a la célèbre formule « aux morts on ne doit que la vérité ». Peut-être que c'est aux vivants qu'on doit la vérité. Est-ce qu'on doit être sincère jusqu'au bout avec les autres? Ou bien est-ce qu'il faut s'arranger un peu? Dire la vérité, toute la vérité, je pense que c'est aussi l'idée que on ne dira jamais toute la vérité à quelqu'un qu'on connaît à peine. On a tendance à dire toutes les vérités à quelqu'un qui est très proche de nous, même les vérités les plus blessantes parfois, parce qu'on se dit que c'est pour son bien, mais aussi pour le bien de la relation. C'est-à-dire que une mauvaise habitude de vie dans un couple, par exemple, ça peut le détruire, et du coup dire la vérité sur cette mauvaise habitude peut améliorer le couple. Et donc l'idée de protéger quelque chose. Mais là, vous partez du principe que le mal que l'on fait à quelqu'un en lui disant ce qu'on pense être vrai, a toujours un effet positif au final. C'est toujours un mal pour un bien. Mais est-ce que finalement la sincérité, pas forcément crue, mais le fait de dire vraiment le fond de sa pensée aux personnes, est-ce que ça ne peut pas causer des dégâts qui n'ont pas toujours des conséquences positives? Après, il ne faut pas oublier qu'il existe deux vérités, la vérité factuelle et la vérité intrinsèque à la personne, c'est-à-dire ses goûts, etc. Et dire une vérité factuelle, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, une mauvaise habitude de vie, quelque chose de dangereux pour la santé de l'autre, etc., c'est pas forcément du coup lui faire du mal, c'est surtout vouloir le protéger factuellement. Par contre, en termes de goût, et là je vais prendre l'exemple par exemple du fait de s'habiller, si on dit à la personne « Ah, t'es mal habillé » ou « T'es bien habillé », forcément que oui, on peut garder notre avis pour soi. Eva, vous êtes d'accord avec ça? Il faut faire le tri? Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi du coup des personnes qui ne veulent pas entendre la vérité? Et dans ces cas-là, effectivement, ça peut faire partie des effets négatifs que vous évoquiez, Philippe, sur le côté où, quand dans ces cas-là, on dit à ces personnes-là une vérité, mais qu'elles ne veulent pas entendre ou qu'elles ne sont pas prêtes à entendre, dans ces cas-là, on obtient une réaction négative de leur part. Après, donc, est-ce qu'il faut quand même, sachant que la réaction va être négative, leur cacher du coup cette vérité? C'est là où ça peut être plus compliqué. Peut-être qu'il y a aussi un aspect de timing, quand est-ce qu'on aborde les choses. Il y a peut-être des contextes aussi qui sont plus favorables que d'autres à évoquer des sujets plus ou moins importants. Donc je pense qu'il y a aussi ces facteurs-là à prendre en compte. Est-ce que le fait de vouloir toujours protéger quelqu'un de certaines vérités qui seraient blessantes, ou de ce qu'on pense être certaines vérités blessantes, est-ce que ça empêche cette personne peut-être de progresser, même si, vous le disiez Eva, il y a des moments où la personne ne va pas pouvoir l'entendre, mais peut-être que ça va faire son chemin. Est-ce que si on ne veut jamais heurter quelqu'un, est-ce qu'on ne va pas, je dirais, entraver ses chances de développement, d'évolution?
Oui, je pense qu'il faut tenter cette chance-là, effectivement. Il faut tenter de lui dire à un moment ou un autre ce qu'on pense ou du coup notre vérité le concernant. Mais effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est d'essayer de voir en face si cette vérité va être bien perçue, s'il va la comprendre et est-ce qu'il va derrière être amené à changer, à vouloir changer ou finalement du coup plutôt se braquer. Et dans ces cas-là, on pourra potentiellement avoir brisé une amitié ou autre. Donc c'est ça aussi qui peut être difficile. Alors ce que vous suggérez, c'est qu'il y a peut-être, outre la grande question morale, dire ou non ce qu'on pense être vrai, être sincère, hypocrite, il y a la question du tact, de la délicatesse, qui n'est pas une question morale et qui pourtant a toute son importance dans les relations humaines. C'est un peu dans ce sens-là oui, que... Oui, tout à fait. Oui, Lucas. Pour rebondir sur ce qu'a dit Eva, je pense qu'il y a des vérités qui sont entre guillemets incontournables. Et notamment, très tôt dans la société, on nous apprend à être confrontés à des faits et à des vérités où si on nous mentait, ça serait pas du tout constructif pour nous. Et du coup, c'est l'exemple des notations à l'école ou en études supérieures. C'est-à-dire que si on nous donne les meilleures notes qui existent tout au long de l'année, et le jour de l'examen, on risque fortement d'échouer. Et c'est pour ça que parfois dans le processus d'apprentissage et dans le processus de construction, être confronté à une difficulté ou à une vérité un petit peu douloureuse, eh bien au final ce sera plus constructif. Et on en revient à l'idée de parfois le mensonge, oui, a des répercussions bien plus positives que les répercussions négatives que le mensonge a amené à l'instant T. La vérité, vous voulez dire, a des répercussions plus positives, la vérité, même si elle heurte notre sensibilité. J'allais vous dire, mais il y a des cas un petit peu, problématiques, notamment le cas des enfants. Pour leur éducation, il faut sans doute leur apprendre des choses, les éveiller à certaines vérités, leur dessiller les yeux. Est-ce qu'il faut dire la vérité aux enfants et comment la dire ? Est-ce qu'il ne faut pas les bercer de certains mythes, de certaines fables ? Alors c'est vrai qu'on peut penser aux mythes, mythes et légendes du coup de la petite souris ou du Père Noël par rapport à ça. Je pense qu'ils du coup sont révélateurs d'une forme de mensonge qu'on peut faire aux enfants, mais ayant pour but du coup de récompenser ou d'illustrer une certaine période de l'année ou un certain événement dans leur vie. Après, je pense là-dessus que j'en reviendrai du coup à ce que vous avez dit tout à l'heure, Philippe, le côté tact. Peut-être que pour les enfants, on peut quand même leur dire la vérité, mais peut-être que tout va se jouer au niveau des mots que l'on va employer. On sait qu'aujourd'hui, donc, il se passe des choses affreuses. Peut-être que du coup, il y a certaines choses qui vont être résumées en disant que juste c'est mal. Mais pas forcément dans le détail plus que ça. Peut-être qu'on va plus être dans le générique pour un enfant que réellement du coup dans des détails qui peuvent être un peu sordides et pas forcément utiles en fonction de l'âge de l'enfant. Oui, Lucas. Les contes, fables et légendes, et notamment pour les enfants, ça a un seul objectif, je pense, c'est les faire rêver. C'est-à-dire que c'est entre guillemets leur montrer la société d'une manière embellie, enjolivée, etc. Embellir la vérité, pour moi, c'est pas forcément mentir. On peut, là dans l'idée du coup du Père Noël, de la petite souris, etc., on prend juste un fait qui est concret, c'est-à-dire l'enfant aura quand même les cadeaux, même si on lui avoue un jour que au final c'était qu'un conte. À cet âge-là où justement on n'a pas forcément accès à certaines manières de voir la société, certaines clés pour la comprendre aussi, je pense que enjoliver la société et du coup le fait d'avoir des cadeaux à Noël, ça aide aussi l'enfant à se construire un monde, des projets, des rêves, etc. Oui, tout à fait. Alors, le mensonge, ou la question du mensonge nous amène à peut-être des situations encore plus problématiques qui sont de véritables dilemmes moraux. Je vous en propose un. Admettons qu'un médecin ait parmi ses patients une personne qui soit atteinte d'une maladie grave, que son pronostic vital soit engagé et que les chances de rémission ne soient pas forcément favorables. Il y a un diagnostic qui est posé, le médecin n'a pas encore verbalisé à la personne. Est-ce qu'en arrivant devant le patient, la patiente, est-ce que le médecin se doit de dire la vérité dans son intégrité, quitte peut-être à démoraliser un peu le patient ou la patiente, ou bien est-ce qu'il doit édulcorer ou émonder ou amputer une partie de cette vérité ?
Pour ma part, le médecin doit dire l'entièreté de la vérité, quelle qu'elle soit, parce que pour moi, ça relève de son devoir d'informer le patient. Il n'est pas là pour effectivement prendre des gants ou essayer d'amortir le choc. Il se doit de donner la vérité au patient et c'est au patient après quelque part de la processer comme il peut. Mais pour moi, le médecin doit donner la vérité. D'accord. Lucas ? J'ajouterai une petite limite, notamment dans l'univers de la psychologie psychiatrique. Parfois, les médecins ont tendance à mentir sur l'état réel du patient et notamment à rentrer dans son jeu. Parce que parfois, la maladie psychologique est tellement présente que aucun retour en arrière n'est possible. Donc le mensonge, pour moi, dans l'univers médical, il doit être là uniquement lorsque la maladie touche le cerveau et la conscience, la pleine conscience de ses capacités. En revanche, lorsque ça touche le corps, mais que l'esprit a encore ses pleines capacités et son intégrité totale, là, aucun mensonge n'est acceptable. C'est paradoxal parce que d'un côté, le médecin, il doit optimiser, favoriser, maximiser les chances de rémission, ce qui comporte un facteur moral. Et en même temps, il a l'obligation de dire la vérité, effectivement, à son patient ou sa patiente. Alors un deuxième dilemme moral que je vous propose, qui est peut-être plus banal, plus classique, mais en même temps tout à fait emblématique de la question du mensonge, c'est le cas du couple. Admettons qu'il y ait un couple, que l'une des deux personnes ait trompé l'autre, mais que cette tromperie n'ait pas, une importance véritable, que ce soit une erreur, que la personne d'ailleurs se dise qu'elle a commis une erreur. Et admettons que l'autre personne ait des doutes, des incertitudes, et lui pose la question, je ne sais pas où tu étais cet après-midi, qu'est-ce que tu as fait, ou lui pose de but en blanc la question, mais est-ce que tu ne vois pas quelqu'un, etc. Est-ce qu'on doit être entièrement sincère au risque de briser quelque chose qui, pour nous, a de l'importance, en raison d'une chose qui, elle, est jugée comme étant une erreur, ou bien est-ce qu'il faut mentir pour préserver une relation qui compte pour nous? Pour ma part, je dirais qu'il faut dire la vérité, même si elle n'est pas simple à dire, j'en ai conscience. Mais on se doit de dire la vérité à l'autre, à la fois pour l'autre, parce que donc c'est à lui de décider ce qu'il va en faire, et aussi pour nous-mêmes, parce que quelque part, si on décide de mentir, c'est vivre avec la culpabilité de ne pas avoir dit la vérité à un instant T, et que tout ce qui va découler derrière ne serait que le résultat d'un mensonge qu'on a dit à ce moment-là, et sans arrêt se demander si, du coup, notre vie aurait été différente si à ce moment-là, on avait dit la vérité. Donc je pense qu'il y a aussi le côté de conscience derrière de ce choix de dire la vérité ou de mentir. Lucas, vous êtes d'accord ? Oui, en partie, oui. Je pense que l'erreur peut arriver. Pour moi, dans un couple, on doit être le plus sincère, objectif et vrai possible. Néanmoins, pour ce qui est de la tromperie, il faut l'être encore plus. Et je pense que une relation de couple est à même de supprimer certaines erreurs. Tout dépend si la personne trompe depuis plusieurs années. Là, dans ce cas-là, entre guillemets, le couple est perdu. Enfin, je pense, si jamais l'autre ne l'accepte pas. Mais si c'est une erreur un soir, potentiellement alcoolisé, je pense que la faute peut être pardonnée par l'autre. Mais dans ce cas-là, il faut quand même dire la vérité. En tout cas, c'est intéressant. Vous avez une vision évidemment qui défend la confiance entre les deux personnes et la sincérité. On peut dire que on voit l'aspect moral de la question du mensonge, parce que même si tout l'intérêt du côté du mensonge, c'est l'intérêt de la personne à qui je mens parce que je peux la protéger sa sensibilité, sinon elle risque d'avoir une blessure narcissique et d'être très triste. Et même si c'est mon intérêt aussi de mentir pour préserver une relation à laquelle je tiens, même si tout l'intérêt est du côté du mensonge, la question morale se pose toujours, est-ce que j'ai le droit de mentir? Et est-ce que ce n'est pas tromper une deuxième fois la personne que de lui mentir? Oui, Lucas. Mais tout à fait, je pense que c'est tromper une deuxième fois la personne. Au-delà de ça, l'erreur est humaine, je le pense fondamentalement, mais la promesse de ne plus jamais reproduire cette erreur, dans une certaine mesure bien évidemment, peut, pour moi, pallier cette vérité difficile. D'accord. Alors, il y a deux grandes approches du mensonge. En tout cas, ce sont deux approches qu'on voit souvent en philosophie. Il y a ce qu'on appelle le conséquentialisme. C'est une attitude qui est représentée par Benjamin Constant, qui est un auteur de la fin 18e, début 19e.
qui considère qu'il faut tenir compte des conséquences de nos actions et du tort, des dommages, des blessures qu'on peut infliger. Puis il y a une autre position qui est plus formelle, plus abstraite, qui est celle de Kant, qui est un auteur de la fin du XVIIIe, qui considère que la morale a une vocation universelle et s'adresse à l'humanité, en l'autre et en moi-même, et même à l'humanité en général, et donc c'est une morale formelle, abstraite, qui ne repose pas sur les sentiments, mais plutôt sur l'exigence absolue du principe moral. Mais tout de même, est-ce que notre société ne repose pas sur une part d'hypocrisie ? Est-ce que le mensonge, sans être moral, n'a pas une valeur fonctionnelle ? Est-ce que notre société pourrait fonctionner sans une part de mensonge ou d'attitude mensongère ? On en avait parlé durant l'émission du choix, la société c'est quand même un facteur de conditionnement très marqué. Et notamment, une chose en société qui est assez présente, c'est l'idée qu'on ne peut pas tout dire, mais on se pardonne parfois par l'idée de liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on a le droit de tout dire. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine ambivalence en société, on a le droit de tout dire, mais pas tout le temps. Et dans la société, c'est vrai que, et notamment dans le rapport aux autres, on ne peut pas tout dire et on ne peut pas se permettre de donner notre vérité à l'autre, et encore moins si on ne le connaît pas. D'accord. Et Eva, vous êtes d'accord pour dire que l'hypocrisie sociale, c'est un fait difficilement supprimable, il faut faire avec, ou il faut justement essayer d'être le moins hypocrite possible, quitte à causer certains dégâts dans les relations sociales? Effectivement, le problème, c'est que ça dépend de la masse. C'est-à-dire que, en fonction du contexte où on est, si tout le monde fonctionne comme ça et que vous êtes le seul à déroger à ce fonctionnement, quelque part, oui, vous allez faire tâche et faire des dégâts. Donc tout va être une question de mesure et de sujet. Effectivement, on entend souvent le fait que dans un certain contexte, du coup, on a une certaine personnalité, une certaine façon d'être, et que dans un autre, on va nous trouver totalement différents. Donc ça veut dire que du coup, on adopte une sorte de couverture sociale en fonction du contexte ou des personnes avec qui on est, qui du coup influencent nos dires, notre façon de nous comporter, etc. Donc du coup, effectivement, en ce sens, c'est une sorte d'hypocrisie sociale. On cite souvent la question de politesse où on demande « Bonjour, comment vas-tu ?» et le réflexe de répondre « Ça va, et toi ?» par exemple. Même si, par exemple, on ne va pas bien, généralement, le premier réflexe, ça va être de dire « Ça va, et toi ?» Oui, donc effectivement, il y a toujours une part peut-être d'hypocrisie qui n'est pas forcément une volonté de tromper d'ailleurs en tant que telle. Oui, Lucas. Et pour revenir à l'idée de masse, je vais confronter un petit peu deux sociétés, deux pays. À l'étranger, en France, on est considéré comme des gens très honnêtes et avec peu de tact. C'est-à-dire qu'on a tendance à un petit peu du coup casser la baraque. À l'inverse, par exemple au Japon ou dans certaines sociétés asiatiques, on est plus dans la discrétion, dans l'idée qu'on va garder notre vérité pour nous et pas l'exposer aux autres. Donc oui, je pense que l'effet de masse que vous citiez tout à l'heure, Eva, est totalement vrai dans l'idée de mensonge et dans l'idée d'acceptabilité du mensonge en société. Alors il nous faut conclure, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, il y aurait encore tant de choses à dire sur cette question du mensonge. Peut-être en guise de synthèse, on voit que dans l'existence humaine, on est pris entre l'exigence morale de sincérité, notamment dans les cas des relations qui comptent le plus pour nous, et puis la nécessité de tenir compte de la sensibilité des autres, ou de l'immaturité affective dans le cas des enfants des autres. On est pris entre l'exigence d'être l'idéal d'être le plus vrai possible et puis peut-être la question de survie en société qui fait que parfois on a des réflexes d'hypocrisie sociale. Il y a une phrase très belle de Benjamin Constant que j'ai citée tout à l'heure qui était en conflit avec Kant et qui dans l'un de ses romans Adolphe, par la voix du narrateur, dit la chose suivante: la grande question de la vie, c'est la douleur que l'on cause, et la métaphysique la plus ingénieuse, là il fait peut-être référence à Kant, et la métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l'homme qui a déchiré le cœur qu'il aimait. Donc, entre l'exigence morale et la sensibilité, voilà, on est toujours pris dans ce dilemme. Je rappelle que Philippe Boulier est auteur de la chaîne Keilos, K-H-E-I-L-O-S, et est entouré de Eva de Bon-Lacroix et Lucas Nambeau. Merci à vous trois et à bientôt. Merci Margot.